Bonsoir tout le monde et bienvenue à Conversation sur l'arthrite, comprendre les médicaments contre l'arthrite. Mon nom est Heather Holmes, je suis vice-présidente Québec à la Société d'arthrite et je serai la modératrice de votre séance ce soir. Et notre conférencière ce soir est le Dr. Mary Hudson. Le Dr. Hudson est rhumatologue et épidémiologiste à l'Hôpital général juif et à l'Institut Lady Davis, ainsi que professeur agrégé et membre de la division de médecine expérimentale du département de médecine de l'Université McGill. Le Dr. Hudson poursuit ses recherches sur les maladies rhumatismales auto-immunes systématiques, en particulier la polyarthrite rhumatoïde, la sclérodermie et les myosites auto-immunes. La Dr. Hudson est co-directrice immunité de l'initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill. Dr. Hudson, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci, ça me fait plaisir d'être ici. Alors, l'arthrite est une maladie complexe et l'objectif de ce webinaire est de vous donner une meilleure compréhension de la vaste gamme de médicaments utilisés pour le traitement de nombreuses formes d'arthrite. À la suite de sa présentation, Dr. Hudson répondra à vos questions. Je vous rappelle que cette conférence est enregistrée et que tous les participants recevront un lien vers l'enregistrement d'ici quelques jours par courriel. Avant de commencer, voici quelques informations logistiques. Si jamais vous éprouvez des difficultés techniques, envoyez un courriel à info@arthrite.ca. Pour adresser vos questions à notre invité, cliquez sur Questions-réponses au bas de l'écran. Nous essayerons de répondre au plus de questions possibles à la fin de la présentation. Vous pouvez cliquer sur la fenêtre Converser aussi en bas de l'écran pour échanger avec d'autres participants et avec le modérateur de la Société d'arthrite. Pour quitter la boîte de questions ou de discussion, cliquez sur l'icône rouge dans le coin gauche de la fenêtre. Permettez-moi de prendre un moment pour remercier Pfizer ainsi que nos autres commanditaires de la série de webinaires Conversation sur l'arthrite. Alors, notre conversation sur l'arthrite débute maintenant. Dr. Hudson, voici donc notre première question pour ce soir. Quelle est la différence entre l'arthrite inflammatoire et l'arthrose? Et comment cela se rapporte-t-il aux médicaments contre l'arthrite? Alors, si je peux commencer, premièrement, avant de répondre à la première question, j'aimerais remercier la Société d'arthrite de m'accueillir, mais surtout de permettre ces activités-là. Bien que tout le monde préférerait être en personne, je pense qu'on réussit de façon virtuelle à faire de l'éducation à un plus grand nombre de patients et je pense que c'est un exercice vraiment, vraiment important et je suis contente. Ça fait longtemps que je n'ai pas participé aux activités de la Société d'arthrite et ça me fait plaisir de revenir à nouveau. Alors, Merci. pour commencer la présentation, je vais avancer ma première diapo et je vais répondre à la question. Alors, ça, c'est une question fondamentale. J'ai beaucoup de patients qui rentrent dans mon bureau qui me disent « J'ai de l'arthrite, qu'est-ce que j'ai? » Alors, la réalité, c'est que l'arthrite en soi, le mot arthrite en soi, ça veut juste dire qu'on a un problème à une articulation. Mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire que quel est le problème à mon articulation. Puis en général, j'explique aux patients qu'il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles on peut avoir des problèmes à une articulation. Souvent, c'est un problème mécanique dégénératif ou sinon, c'est un problème inflammatoire. Puis de la façon que j'essaie de simplifier ça, je dis, c'est comme si je dis, j'ai un problème à ma maison. Mais c'est quoi le problème à la maison? Est-ce que c'est les planchers qui craquent? Est-ce que c'est les portes qui craquent? Ou est-ce que c'est un problème d'électricité ou de foyer ou de fournaise, puis les choses chauffent? OK? Alors, c'est à peu près ça le parallèle. Si c'est les planchers qui craquent, si c'est les portes qui craquent, c'est plus de l'usure, c'est de l'arthrose. Okay? Ou sinon, les gens utilisent aussi le mot ostéoarthrose. Mais s'il y a quelque chose qui chauffe, s'il y a un surchauffement, là, on est du côté de l'arthrite inflammatoire. Autant le problème mécanique, l'arthrose, c'est assez singulier. Il y a une sorte d'arthrose, ça finit là. Par contre, quand on rentre du côté des arthrites inflammatoires, il y a beaucoup de sortes d'arthrites inflammatoires. On dit qu'il y en a jusqu'à 100.
Sur cette image ici, je vous montre probablement les arthrites inflammatoires les plus communes, mais il y en a beaucoup d'autres. Puis même parmi ces arthrites inflammatoires plus communes-là, il y a des sous-types. Alors, par exemple, il y a la polyarthrite rhumatoïde qui peut être séropositive, séronégative. Il peut y avoir les connectivites, donc les patients qui peuvent avoir des lupus, de la sclérodermie, des myosites, différents sous-types de connectivites. Il y a les spondyloarthropathies qui sont aussi des arthrites inflammatoires qui peuvent atteindre les articulations périphériques, causer de l'inflammation. Mais la chose qui est plus unique des spondyloarthropathies, c'est que ça peut aussi atteindre la colonne vertébrale. Et finalement, il y a les arthrites cristallines. Puis souvent, on oublie de parler des arthrites cristallines, mais des choses comme de la goutte, la pseudo-goutte, la pseudo-goutte, ce sont aussi des arthrites inflammatoires qui sont quand même assez, qui peuvent être douloureuses, causer beaucoup de problèmes, puis qui tombent de ce côté droit de la diapo, qui sont toutes des arthrites inflammatoires. Alors, ayant dit tout ça, il y a l'arthrose d'un côté qui est dégénératif, il y a toutes ces arthrites inflammatoires-là du côté droit. Ce que je veux montrer sur la prochaine diapo, c'est de mettre les choses en perspective. Bien qu'il y a une sorte d'arthrose et beaucoup de sortes d'arthrites inflammatoires, il reste que l'arthrose est beaucoup, beaucoup plus fréquente dans la population comparé, il y a à peu près si on parlait d'arthrite en général, 90 des personnes vont avoir de l'arthrose versus seulement 10 des personnes qui vont avoir de l'arthrite inflammatoire. Fait que déjà, quand j'ai un patient qui rentre dans mon bureau qui dit « j'ai de l'arthrite », les chances sont que ça va être plutôt mécanique, mais mon travail, c'est de m'assurer qu'ils ont peut-être un processus inflammatoire, puis il faut que j'adresse ce processus inflammatoire-là. Alors ça, en gros, c'est la grande distinction entre l'arthrite, soit mécanique, arthrose, ou inflammatoire, arthrite inflammatoire. Là, comment je fais pour essayer de distinguer ces différentes arthrites-là? Souvent, je dis à mes patients, quand ils rentrent dans mon bureau, c'est comme s'ils viennent de me lancer un casse-tête de 1000 morceaux, puis là, ils me demandent de mettre en place Mhm. tous les morceaux. Alors, la façon que je mets ces morceaux-là, j'ai des indices. Alors, je vais regarder premièrement l'âge de la personne, puis il n'y a rien d'absolu ici, mais c'est en général. Si la personne est plus âgée, je vais penser à un processus plus dégénératif, plus d'usure qui vient avec l'âge. Si la personne est plus jeune, je vais me dire peut-être qu'il faudrait que je sois sûre que ce n'est pas une maladie inflammatoire. L'autre chose que je regarde, est-ce que c'est juste les articulations qui sont affectées? Parce que l'arthrose, c'est un problème localisé aux articulations. Ou est-ce que la personne a peut-être d'autres manifestations systémiques? La peau, le cœur, les reins, les poumons. Donc, quand je commence à avoir un problème d'ordre systémique qui affecte au-delà des articulations, ça me fait pencher plus vers une arthrite inflammatoire. L'autre chose que je regarde chez mes patients, évidemment, on examine nos patients en rhumatologie, on prend encore le temps de toucher à nos patients. Et puis, je regarde quelles articulations sont affectées. Et la distribution des articulations est différente selon que ce soit un problème arthrosique, d'usure. Puis dans l'arthrose, on va voir souvent les articulations du bout des doigts, la colonne cervicale, le bas du dos, les hanches, les genoux. Alors déjà, puis c'est souvent une ou deux articulations, puis c'est souvent asymétrique. Fait que quand je vois cette manifestation-là asymétrique, une, deux, trois articulations, comme je vous ai dit lesquelles, je me dis, ah, ça, c'est plus de l'arthrose. Versus si je vois une jeune personne qui vient avec une polyarthrite, plusieurs articulations affectées de façon symétrique, souvent les poignets, les coudes, les épaules. Déjà, cette distribution-là va m'aider à m'enligner sur le bon diagnostic. Et évidemment, la question fondamentale, puis on va y revenir tout à l'heure, pourquoi est-ce que c'est important de faire le bon diagnostic? C'est parce que le traitement va être différent selon qu'on traite une arthrite dégénérative mécanique versus une arthrite inflammatoire. Hmm. Excellent point. Merci beaucoup pour les précisions. C'est important de comprendre la distinction avant qu'on rentre dans les médicaments. Alors, nous recevrons toujours beaucoup de questions sur les différents types de médicaments disponibles pour les personnes vivant avec la traite. Pouvez-vous nous en parler?
Oui, alors on peut passer au traitement, puis c'est vraiment le thème de la présentation ce soir. Donc, comme j'ai dit, il y a deux grandes familles d'arthrite. Il y a l'arthrose et l'arthrite inflammatoire. Pour l'arthrose, pour l'instant, il n'y a vraiment aucun traitement régénératif ou curatif. OK? Donc, quand c'est un problème dégénératif pour l'instant, nos seuls traitements sont vraiment analgésiques. On va soulager la douleur, mais on ne va pas réparer le processus, on ne va pas renverser le processus. OK? Alors, puis dans l'analgésie, nos choix sont quand même, je dirais, en général assez limités. Alors, en première ligne, dans l'arthrose, des personnes qui ont des problèmes mécaniques, la première ligne, ça va souvent être de l'acétaminophène, du Tylenol. OK? Puis, de ce côté-là, souvent, mes patients vont dire, mais il y a tellement de différentes sortes de Tylenol. Puis, c'est ce que j'essaie de montrer avec l'image là. Puis ils me disent, c'est quoi la différence? Quel Tylenol je devrais prendre? Puis, ou l'acétaminophène. La réalité, c'est que toute l'acétaminophène, c'est toute la même chose. Alors qu'on prenne une préparation ou une autre, c'est toute la même chose. La différence, c'est les doses. Alors, si on parle de Tylenol régulier, ça va être une plus petite dose de 325 mg. Si c'est du Tylenol extra fort, ça va être 500 mg. Si c'est du Tylenol arthritique, ça va être du 650 mg. Mais c'est toute la même chose. Donc, c'est vraiment une question de dosage. L'autre chose qu'il faut savoir avec les Tylenol, des fois, il peut y avoir d'autres médicaments. Alors, médicaments qui peuvent aider à dormir ou des médicaments qui peuvent avoir des relaxants musculaires. Donc, certaines préparations vont avoir d'autres ingrédients. Mais pour ce qui est du Tylenol ou l'acétaminophène, c'est la même chose dans toutes les préparations. Si le patient répond moyen pourquoi on commence avec l'acétaminophène? Ça marche, c'est pas le plus fort, mais c'est quand même le médicament le plus sécuritaire. Ça fait que c'est pour ça que d'entrée de jeu, on commence avec ce médicament-là. Il y a beaucoup de patients pour qui ça ne suffira pas. Alors, chez ces patients-là, on peut passer à des anti-inflammatoires, puis on pourrait parler dans la période de questions des différents anti-inflammatoires, mais il y en a qui sont disponibles en vente libre versus d'autres qui sont sur prescription. Et l'autre chose que je fais beaucoup dans mon bureau, ça évidemment, il faut voir un médecin, quand il y a une ou deux articulations d'affectées, souvent des injections articulaires de stéroïdes peuvent vraiment soulager les patients pour des bons moments. Alors, en général, là, ça, c'est nos choix qui sont très limités pour les arthrites mécaniques, les arthrites dégénératives. C'est purement de l'analgésie pour enlever la douleur, mais ça ne va pas réparer le problème. Si on passe aux arthrites inflammatoires, bien que c'est des problèmes beaucoup moins fréquents, il reste qu'on a beaucoup plus de choix. Alors là, la science, les chercheurs se sont vraiment attardés à essayer de comprendre quels sont les mécanismes derrière ces arthrites-là, ce qui a donné lieu au fait qu'on a découvert quand même beaucoup de médicaments. En général, la pierre angulaire pour les traitements des arthrites inflammatoires, ça va être le méthotrexate. Pourquoi le méthotrexate? Parce que ça fait longtemps qu'on sert du méthotrexate, 50, 60 ans. On a beaucoup d'expérience, on sait que c'est très sécuritaire, on est capable d'ajuster les dosages. Pourquoi est-ce que ça prend d'autres médicaments? Parce qu'en général, je dirais il y a juste à peu près 50 de nos patients qui vont être bien contrôlés sur le méthotrexate. Donc, ça va prendre d'autres sortes de médicaments pour l'autre 50 n'est-ce pas? Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment très, très excitant dans le domaine où je suis. Dans les 20 dernières années, on a découvert des médicaments qui étaient beaucoup plus ciblés aux problèmes inflammatoires. On appelle ça des agents biologiques. Biologiques parce qu'on comprend la biologie de la maladie, alors on va aller cibler les problèmes tels quels qui vont nous aider à vraiment bien contrôler l'arthrite inflammatoire. À ce jour, présentement, peut-être que je me trompe, mais en réalité, c'est à peu près ça, là, on a 9 biologiques qui sont disponibles cliniquement au quotidien. OK? Donc, quand mes patients arrivent, ma première ligne pour les arthrites inflammatoires, ça va être du méthotrexate, plus ou moins d'autres médicaments qui sont disponibles, mais qui sont plus ou moins efficaces. Et ma deuxième ligne, ça va être d'aller vers les agents biologiques. Là où il y a un gros saut, puis je pense que c'est important dans une soirée comme celle-ci où on essaie de parler de traitement, il y a un gros changement qui est en train de se produire au point de vue du traitement des arthrites inflammatoires, c'est par rapport aux agents biologiques.
Ces médicaments-là sont disponibles sur le marché depuis un peu plus de 20 ans. Puis quand ces médicaments-là sont sortis, on sait que la façon que ça fonctionne, quand on développe un nouveau médicament, ils ont été brevetés. Le brevet, ça fait en sorte que ces médicaments-là, pendant 20 ans, à peu près ici au Canada, c'est 20 ans, pendant 20 ans, il n'y a personne qui a le droit de copier ces médicaments. Seulement la compagnie initiale qui a développé ce médicament-là a le droit de produire ce médicament-là, a le droit de vendre ce médicament-là. Puis ça, c'est principe derrière les brevets. C'est pour permettre à la compagnie de faire un peu d'argent pour se récompenser de tout l'argent qu'ils ont dépensé pour développer le médicament. Mais depuis quelques années maintenant, les brevets de certains de ces médicaments-là sont maintenant terminés. Et à cause de ça, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, il y a d'autres compagnies qui ont le droit de produire ces molécules-là et de produire ce qu'on appelle des biosimilaires. Okay? Donc, ça va être des agents biologiques comme pour les patients qui sont sur l'appel ce soir, si vous êtes sur Humira, Enbrel, Remicade, là, ça va être les mêmes produits, mais ça va être produit par une autre compagnie qui va. L'idée à ce moment-là, c'est de les vendre un petit peu moins cher pour essayer d'être plus compétitif. Là, je vais avancer maintenant. Par contre, les biosimilaires, c'est vraiment compliqué, OK? Parce que ici, ce que j'essaie de vous montrer sur cette diapo-là, c'est que, disons qu'on prend l'aspirine ici, qui est un médicament qui est disponible depuis longtemps, longtemps. L'aspirine, c'est une petite molécule synthétique qui est facile à produire. Mon garçon qui est au cégep en chimie, ils font ça dans leur labo de chimie, ils produisent de l'aspirine, OK? Pour vous dire comment c'est facile de produire de l'aspirine qui est pure, 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 puis qui respecte l'alignement des molécules, qui fait en sorte que c'est de l'aspirine, c'est pur, il n'y a pas de doute. Mais regardez la taille d'une molécule d'aspirine versus la taille d'un biosimilaire, c'est vraiment plusieurs ordres de grandeur de différence. Ça veut dire que ces compagnies-là qui se lancent à produire des biosimilaires, c'est une grosse, grosse tâche d'essayer de reproduire la molécule originale. Et la réalité, on est venu à réaliser que c'est impossible. Alors, les biosimilaires, ils ne sont pas identiques, ils sont similaires. OK? Alors, ça veut dire que les propriétés sont semblables, l'efficacité est semblable, la sécurité est semblable, mais ce n'est pas exactement comme les molécules originales. Par contre, comme ils sont moins chers, on s'est fait dire récemment, puis beaucoup de patients probablement qui écoutent ce soir sont dans cette situation-là, le gouvernement a dit dorénavant, on doit prescrire à nos patients en premier lieu des biosimilaires. Si ça ne fonctionne pas, on pourra toujours essayer d'aller vers une molécule originale. Mais sinon, pour essayer d'économiser un petit peu, on nous encourage, c'est pas juste qu'on nous encourage, on est obligé de prescrire dorénavant les biosimilaires. Donc, il y a vraiment beaucoup de changements à ce point de vue-là, au point de vue du traitement des arthrites inflammatoires de nos patients. Mais pour rassurer les patients, ce n'est pas un changement vers les biosimilaires qui s'est fait du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'études qui ont été faites derrière tout ça. Puis c'est vraiment sous le contrôle de Santé Canada. Puis le rôle principal de Santé Canada, c'est la protection du patient. Et Santé Canada nous dit que les biosimilaires, ils sont sécuritaires et ils sont efficaces. Donc, soyez rassurés, si on fait un tournant vers les biosimilaires, ce n'est pas au dépend de nos patients. Les médicaments fonctionnent, ils sont sécuritaires et en fin de compte, ils vont peut-être nous aider à économiser, puis à offrir plus de choix thérapeutiques à plus de patients. Donc, il y a vraiment une plus-value en allant vers les biosimilaires. Ouais, je trouve ça tellement intéressant. Vous expliquez vraiment de façon très claire. J'apprécie énormément. Au nom de tout le monde qui nous écoute ce soir, là, j'apprécie énormément la clarté, la précision que vous apportez. Merci. Ça me fait plaisir. Alors, ça fait 2 ans qu'on est dans la COVID, hein? Puis, effectivement, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de discussions. Est-ce que vous pouvez nous parler de quel impact la COVID-19 a-t-elle eu sur le traitement des personnes atteintes d'arthrite? Par exemple, est-ce que le vaccin de la COVID peut affecter l'efficacité des médicaments contre l'arthrite?
D'accord. Alors, on va passer en mode COVID. Alors, Oui, si notre audience vient de vivre 2 ans difficiles, et j'admets que ça a été 2 années difficiles pour beaucoup, beaucoup de monde, dans le domaine de la retraite, ça a été aussi 2 ans de découverte. On allait les yeux fermés dans le noir pour essayer de comprendre qu'est-ce que ce virus-là allait, ça allait être quoi les conséquences pour nos patients. Puis il y aurait tellement, tellement de choses dont je pourrais te parler, mais je pense que euh, en fin de compte, après 2 ans, il y a 2 messages plus importants à souligner pour nos patients. Le premier message, puis c'est des questions qui me reviennent tout le temps, mes patients me demandent, est-ce que je suis plus à risque de la COVID-19? Puis en général, je dis aux patients, ce n'est pas de par votre maladie que vous êtes plus à risque, mais une des choses qui vous met beaucoup plus à risque par rapport à quelqu'un qui n'a pas, pas votre maladie, c'est par rapport aux médicaments. Puis ici, j'essaie juste de montrer une étude, mais il y en a eu beaucoup, 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 qui nous a bien démontré que les médicaments que nos patients prennent, surtout pour l'arthrite inflammatoire, sont des gros facteurs de risque pour les complications à la COVID. Alors ici, juste pour être très, très bref, là, les patients qui prenaient de la sulfasalazine, qui est un médicament qu'on prend pour la polyarthrite rhumatoïde, le Rituxan, d'autres immunosuppresseurs, il y a peut-être des patients qui écoutent qui prennent un médicament qui s'appelle mycophénolate ou Cellcept, et de la cortisone, ce sont tous des facteurs de risque qui augmente le risque de mortalité pour un patient qui va être infecté par la COVID-19. Fait que clairement, les médicaments qu'on prend, qu'on donne, que moi je donne, et que les médicaments que les patients prennent pour leur arthrite, c'est un gros facteur de risque pour la COVID-19. L'autre chose, alors, la contrepartie, la première chose, ce serait, bon, ben, la solution, puisqu'on sait que nos patients sont à plus haut risque, on recommande la vaccination. Moi, je passe beaucoup de temps présentement avec mes patients pour essayer de leur expliquer les bienfaits de la vaccination. Le problème, c'est que ces mêmes médicaments qui augmentent le risque de complications diminue l'efficacité du vaccin. Alors, quelqu'un qui est sur du rituximab, quelqu'un qui est sur de la prédnisone, on a encore là, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette étude-là, mais les patients vont être moins capables d'avoir une bonne réponse à leur vaccin. Alors là, je dis à mes patients, ça ne veut pas dire de ne pas se faire vacciner. Il faut se faire vacciner, mais vous restez plus à risque que quelqu'un qui a un système immunitaire. Et d'ailleurs, là, on est passé justement, sachant que nos patients sur des médicaments immunosuppresseurs ont une moins bonne réponse au vaccin, on est en train de recommander une 4e dose du vaccin chez ces patients-là. Alors, pour la plupart du monde, ça va être 2 ou 3 doses. Chez les personnes immunosupprimées, ça va être 4 doses pour essayer de surmonter ce problème-là qui est causé par la prise de ces médicaments-là qui sont essentiels pour les patients qui sont atteints de ces maladies-là. oui. Alors, vraiment, pour ce qui est de l'arthrite comme telle, quand j'ai eu des patients dans les 2 dernières années qui ont développé de nouvelles arthrites, surtout des arthrites inflammatoires, je vais les traiter de la même façon, mais je vais leur parler beaucoup de prévention, de faire vraiment attention pour limiter leurs expositions à la COVID. Et aussi, l'autre chose dont je n'ai pas parlé, puis encore on pourrait en parler un petit peu pendant la période des questions, c'est que le moment de se faire vacciner est le meilleur moment de se faire vacciner n'est pas nécessairement le même selon les médicaments qu'on prend. Il peut y avoir des différences, surtout avec des médicaments comme le Rituxan. Donc, encore là, je passe beaucoup de temps à parler à mes patients pour leur dire, OK, toi, tu es sur tel médicament, je te suggère de te faire vacciner pendant cette petite fenêtre-là, de suspendre ton médicament, puis après ça, de reprendre le médicament. Fait qu'il y a un petit peu il y a beaucoup de cuisine dans comment aligner là, les différents vaccins et les médicaments. Alors, le message ici, c'est qu'il faut parler à son médecin. Si on est sur des immunosuppresseurs, la conversation entre le patient et le médecin est vraiment très, très important pour optimiser les bienfaits pour nos patients. Oui, très bien, très, très bien répondu, merci. Avant de passer à celui-là, est-ce que je peux peut-être juste renforcer ou
faire un petit peu d'extension sur le sujet de COVID. Là, on voit qu'il y a des assouplissements. Fait qu'avec l'assouplissement des mesures sanitaires liées à la COVID, avez-vous des conseils ou des recommandations pour les personnes pour qu'ils puissent continuer de se protéger? Oui, oui, ça c'est une très bonne question. Alors, la réalité, c'est que l'assouplissement va avoir lieu et même, sachant, c'est la santé publique qui nous dit déjà qu'ils sont bien conscients qu'en faisant un assouplissement, ça se peut on a une petite sixième vague. Ça va être, c'est calculé, c'est un assouplissement calculé en enlevant les mesures de protection. On sait qu'on va avoir plus de cas. Alors moi, je pense, puis ça c'est pour la population en général, qui n'est pas atteinte d'arthrite inflammatoire, qui ne prend pas ces médicaments-là. Donc, je pense que les assouplissements, moi, ce que je dis à mes patients, c'est pour les autres présentement et que les patients qui prennent surtout les immunosuppresseurs, ils devraient vraiment être très, très, très prudents et de ne pas se précipiter vers ces assouplissements-là, de continuer à se protéger. C'est aussi simple aussi de dire qu'hier, on avait des conversations entre collègues, puis je disais, moi, je ne prends pas ces médicaments-là et je n'irai plus jamais à l'hôpital sans mon masque. Mm. Jamais. Ça va changer ma façon de me comporter. Et je pense que malheureusement ou forcément, ça va changer la façon de se protéger de nos patients qui sont immunosupprimés. Donc, les assouplissements, pour l'instant, c'est à deux vitesses. Il y a pour toutes les autres, mais pour nos patients, j'irais beaucoup plus lentement. Oui, ouais, c'est un excellent point, merci. Alors, l'avenir. Que réserve l'avenir au traitement de l'arthrite? Qu'est-ce qui s'en vient? OK. Ça, c'est une super bonne question. Puis je pense que souvent, quand on parle de l'avenir, on parle de nouveaux médicaments. OK? Mais moi, ce n'est pas comme ça que je vois l'avenir des choses. Premièrement, surtout pour l'arthrite inflammatoire, pour l'instant, il va y avoir des nouveaux médicaments. Je sais qu'il va y en avoir. Il y en a beaucoup qui sont en développement, qui sont dans des essais cliniques. Il va y avoir de nouveaux médicaments, mais pour l'instant, on a déjà beaucoup de choix. OK? Là où il va avoir besoin d'avoir des percées, puis malheureusement, on n'est pas encore près de ces grandes percées-là, c'est pour l'arthrose. Je vous ai montré, il y a tellement plus de patients qui ont de l'arthrose Ouais. versus l'arthrite inflammatoire. J'ai 15 médicaments pour l'arthrite inflammatoire, mais on n'en a vraiment aucun pour l'arthrose. De ce côté-là, il va y avoir des développements, mais je pense que c'est prématuré d'en parler. C'est encore au niveau de la recherche fondamentale. Ça fait que ça reste à venir. Moi, de la façon que je vois l'avenir pour l'arthrite, il y a deux choses que j'aime bien souligner. Premièrement, quand moi je vois un patient, puis oups, je sais que, attendez, ici. Quand moi je vois un patient dans mon bureau qui a un problème articulaire, de l'inflammation, je peux les examiner, tout ça. Sur cette diapo qui est assez occupée ici, je les vois du côté droit de la diapo. Ils ont déjà une arthrite. C'est trop tard. C'est pas que c'est trop tard, on a des médicaments, on peut les traiter. Mais l'arthrite, on sait que c'est un problème chronique. Ils vont avoir ce problème-là pour toujours, pour le restant de leur vie, un peu comme un diabète ou une autre tension. Ils ont leur arthrite, il va falloir deal with it. Mais là où je pense qu'il y a beaucoup d'avenir, puis il y a déjà des études, c'est que chez les patients qui sont à haut risque de développer l'arthrite inflammatoire, est-ce qu'on peut prévenir l'arthrite? Puis c'est là que je pense qu'il y a des choses très, très, très excitantes et des essais cliniques qui sont déjà en cours chez des patients qui ont des facteurs de risque, qui ont déjà des anticorps, mais qui n'ont pas encore une arthrite. Est-ce qu'en leur donnant soit du rituximab, de la batacept ou encore de l'hydroxychloroquine, est-ce qu'on peut empêcher que cette arthrite subclinique devienne une arthrite franche. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très prometteur. Les études sont en cours, on n'a pas les résultats encore, mais je pense qu'il y a de l'avenir là-dedans. Puis l'autre chose que je pourrais mentionner, c'est une étude qui vient récemment d'être publiée. Puis ça, c'est une étude qui a été faite chez la population en général. On ne parle pas de patients ou de personnes qui sont à risque d'arthrite inflammatoire, on parle de personnes en général. C'est une étude qui a été faite en Grande-Bretagne. Ils ont pris 26 000 personnes et ils ont randomisé ces patients-là entre des patients qui allaient prendre de la vitamine D, 2000 unités de vitamine D à tous les jours versus un groupe qui n'allait pas en prendre.
Puis ils les ont suivis sur une période de 5 ans. Et comme je vous dis, les résultats viennent d'être publiés il y a à peine un mois. Les patients qui prenaient de la vitamine D, 2000 unités à tous les jours sont en mauve ici. Et on voit qu'après à peu près 2 ans et demi ou 3 ans, leur risque de développer des arthrites inflammatoires était beaucoup plus faible que des personnes qui ne prenaient pas de la vitamine D. Puis là, on parle de vitamine D, là. Ça, c'est le soleil, là, n'est-ce pas? Ça fait que c'est une petite dose de soleil à tous les jours qui fait que ça peut peut-être prévenir l'arthrite. Alors, je pense que présentement, comment le traitement de l'arthrite va évoluer, je pense qu'une des façons que ça va évoluer, ça va être dans la prévention de l'arthrite, soit avec des médicaments chez des personnes à haut risque, ou peut-être avec des choses comme la vitamine D pour la population en général. Alors, ça, c'est une chose qui est prometteuse pour le traitement de l'arthrite. Et l'autre chose qui est vraiment, et puis ça me tient à cœur parce qu'on fait beaucoup de recherches exactement sur ce problème-là, est-ce qu'on va pouvoir commencer à personnaliser le traitement de l'arthrite? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'ai à peu près 9 choix. Quand j'ai un patient qui vient avec une arthrite inflammatoire dans mon bureau, j'ai 9 choix de médicaments. Puis ces choix-là, honnêtement, sont faits de façon aléatoire. Un jour, je dis, ah ben, aujourd'hui, on va vous donner un petit peu d'adalimumab, aujourd'hui, un peu d'étanercept. Ah, aujourd'hui, je suis dans la mood de vous donner un peu de rituximab. Il n'y a pas vraiment de bonne raison de donner un traitement parce qu'on ne connaît pas encore ces bonnes raisons-là. Alors, l'idée de la médecine personnalisée, c'est que si on avait des biomarqueurs qui nous disaient, ah, les patients en blanc ici, c'est des patients qui vont répondre au médicament A. Eux, je vais leur donner le médicament A. Je ne vais pas commencer A, B ou C de façon aléatoire. Je vais aller directement au bon médicament. Si je sais que ceux en bleu pâle, ils ne vont jamais répondre au médicament A, je vais passer directement au médicament B. Et encore, si j'avais un biomarqueur qui me disait, et cette personne-là en grise est à haut risque de complications, soit avec médicament A ou médicament B, je vais passer d'emblée au médicament C. Alors ça, c'est le modèle théorique. C'est là où on s'en va. Puis je pense que c'est ça qui va faire avancer le traitement de nos patients beaucoup plus que d'autres traitements. C'est vraiment comment bien choisir le bon traitement pour le bon patient au bon moment. Puis ça demande de la recherche, mais je suis sûre que dans les prochaines années, on va progresser de ce côté-là pour ce qui est de la médecine personnalisée. Très, très intéressant. Merci, Dr. Hudson. Alors, avant de passer aux questions, puis on a reçu plusieurs, c'est très intéressant. Le monde a beaucoup de questions pour nous. J'invite les participants à visiter le site de la Société d'arthrite, arthrite.ca, et à prendre connaissance de nos ressources sur les formes de traitement pour l'arthrite. Des liens complémentaires vous seront envoyés aussi avec l'enregistrement de la présentation dans quelques jours par courriel. Alors maintenant, euh, on va répondre aux questions principales. On a reçu plusieurs par courriel, on a reçu plusieurs ce soir live. Fait qu'on a un sommaire de plusieurs questions. On va passer la majorité, le plus qu'on peut dans les 30 minutes qui suivent. Alors, question. Combien de temps faut-il pour que les médicaments contre l'arthrite fassent effet? OK. Alors, premièrement, je pense qu'on va encore parler d'arthrose ou d'arthrite inflammatoire. Pour ce qui est de l'arthrose, puisqu'on parle d'analgésie, on s'attend à avoir une réponse immédiate, quasi immédiate, dans les heures qui vont suivre. Si un patient va prendre du Tylenol et ça ne marche pas, ça ne vaut pas la peine de continuer de prendre du Tylenol. S'ils prennent un anti-inflammatoire, ils vont le savoir tout de suite si ça marche ou ça ne marche pas. OK? Alors, quand on parle d'analgésie, c'est quelque chose qui devrait suivre rapidement. C'est très différent pour les arthrites inflammatoires. Comme je dis, disons, prenons le méthotrexate, qui est le médicament, la pierre angulaire du traitement de l'arthrite inflammatoire. Le méthotrexate, ça peut souvent prendre 3 mois avant d'avoir une idée de l'efficacité maximale. Alors, c'est pour ça qu'en général, les patients vont savoir ça, les médecins vont recéduler les patients pour leur suivi à peu près aux 3 mois, parce que je ne m'attends pas à avoir une réponse immédiate. Ça prend du temps pour que les niveaux au niveau du sang viennent à un niveau thérapeutique et que le patient commence à avoir un effet. Alors ça, c'est pour le méthotrexate ou les antirhumatismaux réguliers.
Pour les biologiques, c'est un peu variable aussi. On a encore là, en moyenne, je dirais 2 à 3 mois, mais des fois, avec le rituximab, c'est pas étonnant des fois que le patient va revenir au bout de 3 mois qui n'est pas bien contrôlé, mais souvent, je dis à mes patients, soyez patients, les cellules B, parce que le rituximab, ça va attaquer les cellules B, sont un peu coriaces. Il faut leur donner, il faut donner le temps aux médicaments d'avoir un bon effet. Fait que ça peut être un peu plus long. Versus, on a de nouveaux médicaments qui sont des inhibiteurs de JAK, que eux, ils ont tendance à, déjà au bout de 6 semaines, 2 mois, on voit un très bon effet. Fait qu'il y a une certaine variabilité. En moyenne, ça va être pour l'arthrite inflammatoire. En moyenne, là, je vais dire, au bout de 3 mois, je commence à me faire une idée si ça va marcher ou pas. Parfait. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un pose la question, si je ne ressens aucun effet ou si mon état empire, puis-je arrêter toute seule? En général, non. OK? Souvent, puis moi, je dis à mes patients, surtout si ça remplit, j'imagine que si c'est vendredi soir, puis la personne a un rash épouvantable, évidemment, il faut arrêter, mais parce que c'est peut-être une réaction allergique. Mais si la maladie semble progresser, c'est peut-être la maladie comme telle, c'est pas à cause du médicament, il faut parler à son médecin. OK? Alors, puis au contraire, si ça semble ne pas fonctionner. Ça, c'est aussi des situations que j'ai où j'ai des patients qui vont venir, qui vont avoir une belle arthrite inflammatoire. Je vais leur donner un médicament. Ils reviennent 3 mois plus tard et ils disent, je pense que ça n'a pas marché. Et puis moi, je les examine, puis je trouve qu'ils sont mieux. Je regarde leur prise de sang, puis je trouve qu'ils sont mieux. Puis peut-être qu'ils restent avec un syndrome douloureux, peut-être avec une fibromyalgie. Alors, bien qu'il y ait un disconnect entre le patient Hmm, qui ne se sent pas nécessairement mieux, mais quand même des éléments objectifs qui a quand même de l'amélioration, c'est vraiment une conversation qu'il faut avoir ouais, avec ce médecin. Si le médecin recommande quelque chose, puis le patient n'est pas satisfait de la réponse, c'est plutôt d'en parler à son médecin plutôt que de prendre les décisions par soi-même. Puis l'autre chose, si je peux me permettre aussi un petit détail, mhm, parce qu'on utilise beaucoup de cortisone, de prénisone, de stéroïdes en rhumatologie, souvent justement pour soulager l'arthrite inflammatoire, s'il y a une chose qu'il ne faut jamais, 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 jamais arrêter net frais de sec, c'est les stéroïdes, OK? Parce que ça peut avoir des séquelles plus systémiques. Alors, si quelqu'un, sur un coup de tête, dit « moi, j'arrête mon méthotrexate », c'est correct. Il n'y a rien de dramatique qui va arriver. C'est pas l'idéal, mais il n'y a rien de dramatique. Mais les stéroïdes, il ne faut vraiment jamais arrêter ça, net frais de sec. Il faut en parler à son médecin. merci. Ça répond un petit peu à la question suivante qui est si je me sens mieux, quand je me sens mieux, puis j'ai arrêté de prendre mes médicaments toute seule. Alors, vous, vous venez de bien répondre. Oui. Mais ça aussi, c'est une question tellement intéressante. Puis c'est une question, la personne qui a posé cette question-là est en train d'ouvrir vraiment de grandes, grandes questions qui font l'objet de recherches très, très, très intensives présentement. Quand est-ce qu'on peut arrêter les médicaments de Mhm, nos patients? Parce que longtemps, on a pensé qu'une fois qu'on commençait les médicaments, le patient serait sur le médicament pour toujours. Puis là, on est en train de réaliser que ce n'est pas nécessairement le cas. Mais il faut être très, très, très prudent de la façon qu'on va arrêter les médicaments. Premièrement, le timing. Alors moi, normalement, mhm. je dis à mes patients, il faut qu'ils soient en rémission au moins pour 2 ans avant qu'on commence à penser. Ça fait que c'est pas dire je suis bien aujourd'hui, j'arrête. Non, 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 ça Ouais, c'est trop tôt. On vient à peine de contrôler la maladie. Donc OK. souvent, j'attends, mon seuil à moi, c'est 2 ans. Puis après ça, souvent, je ne vais pas arrêter le médicament tout d'un coup. Je vais graduellement réduire le dosage, puis je vais voir comment la personne répond à des dosages plus bas. Et puis, éventuellement, encore là, quand je parle de recherche, là, on est en train encore de chercher, est-ce qu'il y a des biomarqueurs chez le Mhm, patient qui est sur médicament, qui est bien? Est-ce qu'il y aurait une façon de savoir que ça, c'est la personne qui peut arrêter les médicaments versus un autre qui a eu quand même une right. maladie sous-clinique? Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup Ouais, de conséquences quand on commence à envisager à arrêter les médicaments. ouais, ouais. Très bien dit, merci. Est-ce qu'il y a-t-il des mesures générales que je puisse prendre pour réduire les effets secondaires de mes médicaments? OK. Alors, je dirais que en général,
surtout avec le méthotrexate, comme j'ai dit, on utilise beaucoup de méthotrexate, on va presque toujours prescrire le méthotrexate avec de l'acide folique. OK. L'acide folique, c'est une vitamine et le but de l'acide folique, c'est effectivement pour réduire les effets secondaires du méthotrexate. Alors, l'acide folique comme tel, c'est peut-être la seule vraie antidote aux effets secondaires. OK? OK. Donc, puis c'est pour ça qu'on le prescrit couramment. Mmh. À part l'acide folique en combinaison avec le méthotrexate, on n'a pas vraiment d'autres antidotes. On a des traitements non spécifiques. Alors, disons que j'ai un patient qui me dit j'ai beaucoup de nausées quand je prends mon méthotrexate. Je vais Mmh. leur dire OK, prenez un petit peu de Gravol. Ou OK. quelqu'un qui a beaucoup de diarrhée avec leur mycophénolate, je leur dis OK, prenez un petit peu d'Imodium ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors, mais ce n'est pas des vrais antidotes, c'est plus pour diminuer l'intensité des effets secondaires. Alors vraiment, le seul antidote qui me vient à la tête, c'est vraiment l'acide folique dans le contexte du méthotrexate. Parfait. Puis sinon, il faut vraiment, on va jouer avec les doses, c'est ça. Beaucoup de gens qui parlent de l'alimentation, puis c'est quoi le rôle? Est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut soit éviter ou manger heu, pour voir des effets différents avec les médicaments? Mhm. OK, ça, c'est une question que j'ai souvent. Alors, premièrement, il n'y a aucun régime alimentaire qui va substituer aux médicaments. Alors, les patients, souvent, j'ai des patients qui viennent et qui me disent, est-ce que je peux essayer pendant 6 semaines de contrôler mon alimentation? Habituellement, je leur dis oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez essayer, mais je sais que ça ne sera pas suffisant. Mmh. Souvent, le système immunitaire activé, c'est pas en changeant son alimentation, tout simplement, que ça va normaliser le système immunitaire. Par contre, chez un patient qui est traité, qui prend des bons traitements, qui continue peut-être d'avoir certaines manifestations inflammatoires, j'ai beaucoup de patients qui me disent qu'ils vont éliminer certaines choses de leur diète et qui vont se sentir mieux. Mmh. Par exemple, et puis ça, je suis d'accord, j'ai des patients qui éliminent les sucres raffinés, puis qui me disent que ça, ils ont moins de manifestations inflammatoires. Puis je les crois, on n'a pas besoin de sucre raffiné dans notre Mmh. diète. Alors, si on peut éliminer ça, ça ne sera pas assez. Mais peut-être qu'en éliminant ça, ça va faire juste la petite différence qui va faire une grosse différence pour le patient. L'autre Ouais. chose, souvent, j'ai des patients qui vont éliminer le gluten, même s'ils n'ont pas une vraie maladie au gluten, mais qui se sentent mieux. Et Mmh. effectivement, il y a un petit peu de science derrière ça qui dit que ce n'est pas le gluten comme tel qui est l'élément qui contribue à l'inflammation. Au contraire, on pense peut-être que c'est le gluten qui agit sur la flore intestinale et c'est la flore Mmh. intestinale qui va avoir un effet pro-inflammatoire. Donc, en éliminant le gluten, on minimise l'aspect inflammatoire de notre flore intestinale. Alors, effectivement, donc, souvent, les choses qui vont revenir, puis il y a un petit peu de science, c'est les sucres raffinés, les gluten, les produits, comment tu dis, les produits dairy products, là, les produits Mmh. laitiers. Ouais. Alors ça, c'est des choses que mes patients vont éliminer ou réduire, les fromages, des choses comme ça, puis ils vont se sentir mieux. Mmh. Puis j'ai pas de problème à ce qu'ils éliminent ces choses-là dans la mesure où ils continuent à avoir une alimentation bien balancée par ailleurs. Ouais, ouais, c'est un bon point. Plusieurs questions sur le rôle de l'alcool. Puis-je boire de l'alcool lorsque je prends mes médicaments? OK. Alors là, je vais partager un petit secret. OK. Alors, en général, le bon médecin va vous dire non. En général, il ne faut pas prendre d'alcool avec les médicaments. Puis la raison pour ça, c'est que les médicaments sont souvent métabolisés par le foie et l'alcool est aussi métabolisé par le foie. Donc, on essaie de dire à nos patients de favoriser le métabolisme de leurs médicaments puis d'éliminer les choses qui ne sont pas nécessaires, comme l'alcool. Mais le Mmh. petit secret souvent que je partage avec mes patients, dans mon expérience, j'ai des patients, souvent je dis c'est mes patients italiens de l'Est de Montréal, qui prennent souvent leurs 2 petits verres de vin par jour et j'ai jamais vu de problème vraiment avec le métabolisme de leurs médicaments. Alors, je dis à mes patients, c'est toute une question de modération. Mmh. Si vous prenez un petit verre de vin, parce qu'il faut aussi avoir une joie de vivre, il faut aussi se Ouais. gâter, il faut aussi vivre avec notre arthrite. Si c'est ça qui vous gâte,
gâtez-vous, mais c'est pas plus que ça, par exemple. Mhm. Puis l'autre chose que je fais chez mes patients, puis tous les rhumatologues font ça, c'est qu'on suit les prises de sang de nos patients. Puis effectivement, si j'ai des patients normalement, mes patients ont des prises de sang aux 6 à 8 semaines. Si je vois que les fonctions hépatiques sont anormales, je suis sur le téléphone, je dis à mes patients, hey, qu'est-ce qui se passe? Puis là, chez ces patients-là, qui sont peut-être plus susceptibles de la prise d'alcool, là, je leur dis, là, il faut vraiment essayer d'arrêter de faire ça. Mhm. Donc, il y a des façons de pouvoir se gâter tout Mhm. en étant bien contrôlé. Oui, évidemment. On a la dernière conversation sur la traite qu'on a enregistrée qui est disponible sur le site web parlait du CBD puis l'utilisation avec le médecin ou avec les conseils. Mais il y a plusieurs questions ce soir qui reviennent là-dessus. Pouvez-vous juste parler, partager votre opinion sur est-ce que c'est une forme de traitement quand on parle de qu'on prend nos médicaments? Est-ce que le CBD, d'après vous, est une forme de traitement? Oui, c'est une bonne question. Je suis loin d'être l'experte, mais premièrement, au point de vue de l'immunologie, on sait qu'il y a certains mécanismes du CBD qui ont tendance à diminuer les réactions inflammatoires. Donc déjà, c'est prometteur. OK? Ça, Mhm. c'est une chose. Deuxièmement, j'ai participé à 2 études, une en sclérodermie et une en myosite, qui sont des problèmes inflammatoires où on a donné des médicaments à base de CBD chez ces patients-là. Donc, effectivement, on est en train d'essayer d'exploiter l'aspect anti-inflammatoire du CBD. Malheureusement, dans ces 2 études-là, les études ont été négatives. Est-ce que ça veut dire que le CBD est inefficace? Non, ça veut probablement dire que la molécule qu'on a utilisée était inefficace. Mm. Il y a potentiellement euh, encore beaucoup de découvertes à faire sur le rôle du CBD du côté anti-inflammatoire. Alors, ce n'est pas mon opinion, c'est la science qui semble vraiment dire que c'est une cible thérapeutique potentielle, mais il reste encore beaucoup, 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 beaucoup de recherches à faire pour essayer Mm. de bien contrôler cette cible thérapeutique-là. Oui, merci. Hum, Quel est le rôle de la génétique dans la traite, si vous le savez? C'est peut-être à Hmm, l'extérieur des traitements comme ce soir, mais il y a eu quelques questions là-dessus aussi. oui. Alors, autant dans l'arthrite, que l'arthrose dégénérative, que l'arthrite inflammatoire, la génétique a un très, très, très gros rôle dans les 2 cas. Et souvent, pour ce qui est de l'arthrose, souvent, je regarde quand mes patients ont de l'arthrose au niveau des mains, je leur demande, ça, c'est les mains de votre mère ou les mains de votre père? Parce qu'on sait que de ce côté-là, Oui, souvent, ah, ça, c'est les mains à ma mère, OK? oui. Alors, donc, la génétique est là. La même chose au point de vue de l'arthrite inflammatoire. Pour moi, l'histoire familiale est clé. Souvent, ça peut être une de ces pièces de ce casse-tête-là pour essayer de comprendre si mon patient a une arthrite inflammatoire, parce qu'on sait que les arthrites inflammatoires, ça court dans la famille. Encore Mhm. là, ça nous dit que la génétique a un gros rôle. Là où c'est des connaissances qui sont difficiles à aller plus loin, c'est que on est qui on est. Ouais. Donc, on a les gènes qu'on a. Il y a plus que juste l'arthrite. Puis souvent, je dis ça à mes patients, vous avez les mêmes gènes maintenant que vous aviez il y a 10 ans. Et Mhm. vous n'aviez pas la maladie il y a 10 ans. Donc, il y a quelque chose de plus que la génétique. Et qu'est-ce que c'est qui fait que alors oui, vous avez une susceptibilité génétique, mais la maladie, c'est beaucoup plus que la génétique. Puis c'est ça qui rend la chose intéressante, puis qu'il faut essayer de comprendre pour mieux traiter ces maladies-là. Ouais, merci. Il y a deux ou trois personnes qui demandent est-ce qu'on peut être atteinte des deux côtés? Alors, l'arthrose et, mettons, un rhumatoïde, quelque chose en même temps. Absolument. Puis de 2 façons. Alors, la réalité, c'est que l'arthrose, comme j'ai montré, c'est un problème fréquent qui augmente avec l'âge. Donc, tout le monde, qu'on ait une arthrite Mhm. inflammatoire ou pas, tout le monde est susceptible d'avoir de l'arthrose. Souvent, comme j'ai dit, ça va être une articulation, un genou, une hanche, peut-être un peu les mains, mais ça va être ça le problème secondaire. Mais chez cette personne-là qui va avoir avec l'âge un peu d'arthrose, on peut développer une arthrite inflammatoire. Et l'inverse est aussi très vrai. Et c'est pour ça qu'on traite l'arthrite inflammatoire aussi agressivement, parce que l'inflammation,
ça détruit, ça démolit une articulation. Puis une fois après, alors si j'ai un patient qui arrive qui a une arthrite inflammatoire depuis longtemps, disons au genou, Mhm. je vais être capable de contrôler l'inflammation, mais les dommages secondaires à l'inflammation, ça va être de l'arthrose, ça va être Mm. dégénératif. Puis ça, je ne pourrais pas le traiter parce qu'on n'a pas de traitement pour renverser l'arthrose. Fait que c'est pour ça que quand on a de l'arthrite inflammatoire, il y a vraiment une pression, une urgence de contrôler l'inflammation pour minimiser l'arthrose secondaire à l'inflammation. Beaucoup, beaucoup de questions sur les spécifiques de la nourriture et la qualité de vie avec une saine alimentation. Avez-vous soit un conseil? On a déjà parlé de quelques aliments, tu sais, les produits laitiers, les gluten, mais en général, est-ce qu'il faut garder un poids santé pour éviter ou éliminer? Il y a plusieurs questions autour de ça aussi ce OK. soir. Alors souvent, ben, il y a plein de points que vous amenez. Premièrement, quand mes patients me demandent des conseils alimentaires, je les réfère souvent au Canada Food Guide, au Mhm, guide qui est vraiment une nourriture saine pour tout le monde. OK? mhm, Puis déjà, pour beaucoup de gens, ça va imposer des changements, alors parce qu'on va minimiser les viandes très salées avec des produits transformés, des choses comme ça. Il faut aller vers les fruits, les légumes, les céréales, les choses comme ça. Ça, c'est la première chose. Euh, puis pour en venir au poids, on sait que le poids, autant pour l'arthrose, c'est néfaste parce qu'on peut, pour chaque livre en plus qu'on a, ça va augmenter l'impact au niveau du genou par un facteur de 4. Alors, le surpoids, c'est très mauvais pour l'arthrose. Et le surpoids, le gras, c'est une source d'inflammation aussi. Donc, là, on sait que les personnes qui ont un surpoids vont être portées à avoir plus d'inflammation. Donc, mhm, une saine alimentation, un contrôle du poids. Puis ça, c'est des choses qui sont sous notre contrôle, contrairement à la génétique. Alors, mhm, souvent, j'ai des patients qui disent, oui, mais est-ce que c'est des... Oui, c'est peut-être vos gènes, mais vous, ce que vous pouvez faire ici pour vous aider, c'est de contrôler votre alimentation puis contrôler votre poids. Puis c'est vrai pour toutes les formes d'arthrite. ouais. Merci, excellent point. Là, c'est une question très spécifique par rapport à l'étude qui était faite avec la vitamine D, mais est-ce que la vitamine D peut nous aider une fois diagnostiquée en arthrite ou c'est non nécessaire? Oh boy. Alors, la vitamine D, pour moi, si vous rentrez dans mon bureau, vous ne sortirez pas de mon bureau sans vitamine D. OK? OK, bon. Alors, parce que j'y crois, mais j'y crois pour plusieurs raisons. La vitamine D, dans l'étude que j'ai montrée, c'était en prévention pour Mhm, essayer d'éviter le développement de maladies inflammatoires. Une fois que mes patients ont leur arthrite inflammatoire, ce n'est pas la vitamine D qui va c'est trop tard. Ils ont déjà la maladie, ça va pas, on ne va pas pouvoir aller en arrière. Par contre, la vitamine D, chez ces patients-là, on sait que l'inflammation, c'est très néfaste pour les os. Ça fragilise les os. mhm. Alors, la vitamine D, c'est tellement important pour la santé osseuse. Alors, je passe beaucoup de temps avec mes patients pour parler de leur santé osseuse. Puis la vitamine D, c'est vraiment le noyau de mon traitement. OK. Et l'autre chose, la vitamine D, c'est non négligeable, c'est tellement un facteur important pour notre système immunitaire. Puis notre système immunitaire, l'autre chose pour laquelle on a un système immunitaire, c'est pas juste pour nous protéger contre les infections, c'est pour nous protéger contre les cancers. Et Hmm, pour moi, la vitamine D, c'est l'huile de notre système immunitaire et autant pour se protéger au niveau de l'inflammation, pour se protéger pour la santé osseuse, mais pour se protéger contre le cancer. Donc, puis on sait que dans notre population, puis souvent les populations plus nordiques comme les nôtres, là, on est presque tous déficients en vitamine D. hmm, Donc, c'est vraiment important de faire attention. Puis c'est encore là quelque chose qui est tellement simple, qui est tellement naturel, n'est-ce pas? mhm. Qui est tellement accessible que c'est quelque chose qu'on peut facilement faire pour s'aider pour notre santé. Excellent. Merci, très bien répondu. Ah, bon, question intéressante sur le traitement de froid et de la glace en cas d'arthrose ou d'arthrite inflammatoire. Qu'est-ce qui est mieux dans votre opinion, soit le chaleur, le froid ou une combinaison des deux? OK. Alors encore là, il n'y a jamais une question qui est noir ou blanc. OK. Oui. Souvent, si c'est un problème
aiguë, tout d'un coup. Puis j'ai des patients qui ont de l'arthrose, qui peuvent faire une petite crise d'arthrose, là, où le genou, tout d'un coup, va venir très, très enflé, très douloureux. Quand c'est aigu, souvent, le froid va être plus bénéfique. OK? Alors, dans des situations aiguës, c'est le froid. Dans des situations plus chroniques, quelqu'un qui a de l'arthrose depuis longtemps, qui a mal au genou chroniquement depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, vraiment là, ça dépend. Ça dépend de la personne. Puis je leur dis, vous faites ce qui vous soulage le plus. J'ai des patients qui me disent, oh, un peu de chaleur, une bouillotte d'eau chaude, quelque chose comme ça, c'est ce qui m'aide. Parfait, allez-y vers la chaleur. Mhm. Versus quelqu'un qui me dit, ah, des fois, si je mets mon petit sac de glace, là, c'est ça qui va m'aider. Alors, dans la situation plus chronique, c'est de la glace. Et puis, j'ai touché vraiment, vraiment brièvement au début sur les arthrites cristallines, donc la goutte. Alors, dans la goutte, c'est jamais le froid. Alors, si vous avez de la goutte, le froid, ça va juste nuire à la résolution de votre crise d'arthrite parce que le froid, ça fait cristalliser l'acide urique davantage. Fait que si c'est aigu, c'est du froid. Si c'est chronique, c'est du froid ou du chaud selon la personne. Puis si c'est de la goutte, on évite le froid. Hmm. Parfait. Merci. Mon Dieu, il nous reste à peine quelques minutes. J'ai quelques diapos de conclusion, mais honnêtement, Dr. Hudon, Hudson, on a tellement répondu à des questions de notre audience. Je vous remercie énormément. Vous avez passé beaucoup de temps avec nous, puis on a répondu à plusieurs questions. Fait que merci beaucoup. Ça me fait J'apprécie plaisir. énormément. Ça me fait plaisir. Alors, à la fin de notre session intéressante, on va revenir aux diapos. On va commencer à conclure. Bon, merci à tout le monde. On est à la fin de notre session ensemble. Au nom de la Société Dr. Hudson et au nom de tout le monde qui est avec nous ce soir, on vous remercie. Je vous remercie de non juste votre disponibilité, mais le partage de vos connaissances. Très, très intéressant. J'ai appris beaucoup. J'ai pris de bonnes notes, là. Vitamine D. Tout le monde, je pense on va tout partir avec de l'information supplémentaire. Fait on apprécie énormément ça. Pour ceux qui sont parmi nous ce soir en temps réel, nous aimerions avoir vos impressions sur la présentation. Alors, vous verrez apparaître un court sondage à l'écran. S'il vous plaît, cliquez et laissez-nous connaître votre opinion. C'est soit oui, non ou sans opinion. Et la question, avez-vous trouvé les informations partagées lors de nos webinaires pertinentes pour vous? Alors, c'est oui, non ou sans objet. Si vous pouvez cliquer, on apprécie. Pour ceux qui n'arrivent pas à répondre à le sondage présentement ou qui aimeraient nous donner des commentaires plus complets, sachez qu'un sondage un petit peu plus étoffé vous sera envoyé avec l'enregistrement de la présentation. D'ici quelques jours, on va vous l'envoyer par courriel. Nous apprécions vos commentaires et suggestions qui nous aident à créer des webinaires qui sont intéressants pour vous avec des sujets qui vous intéressent. Alors, encore une fois, nous remercions Pfizer et nos commanditaires de la série des webinaires Conversations sur la traite pour avoir rendu la présentation possible ce soir. Nous vous invitons aussi à soutenir nos efforts et le travail de la Société d'arthrite afin de créer des offres vous aidant à bien gérer votre maladie. Si possible, nous invitons à vous faire un don en visitant notre site web arthrite.ca/donner. Voici donc ce qui conclut cette édition de Conversation sur l'arthrite, comprendre les médicaments contre l'arthrite. Juste avant de partir, nous sommes très fiers d'annoncer que notre programme Aide entre aides, notre programme de soutien entre pairs pour les personnes vivant avec l'arthrite, est enfin de retour au Québec et maintenant offert en mode virtuel. Nous vous invitons à vous inscrire à notre séance d'information interactive sur la nutrition qui va avoir lieu le 22 mars prochain. Visitez le site web pour tous les détails. Alors, en mon nom et au nom de toute l'équipe, merci beaucoup de votre participation ce soir et bonne fin de soirée à tout le monde.